pu dire le Sud dans la mondialisation, le Sud dans la gouvernance globale, mais aussi les villes dans la gouvernance globale. Je voudrais revenir sur la question qui est posée de la maîtrise de la croissance urbaine. Je partage avec le maire Khalifa Sall l'idée selon laquelle si l'on se réfère au contrôle de la croissance des villes dans le terme maîtrise, on fait fausse route. Quand les gens viennent en ville, c'est parce qu'ils croient qu'ils vont y trouver des raisons de mieux vivre. Ils votent avec leurs pieds. Et ceux qui, généralement, édictent les règles selon lesquelles il faut que les gens restent dans la campagne parlent généralement de la ville. Ils ne sont pas dans la campagne, eux. Ils sont dans les capitales et ils disent qu'il faut éviter que les gens viennent en ville. Donc, en réalité, la question, c'est de se préparer à gérer les gens qui viennent en ville. Il se trouve que la dynamique urbaine en Afrique se distribue presque équitablement entre les grandes villes de plus de 1 million d'habitants. Un tiers de la croissance urbaine se concentre sur les grandes villes, plus d'1 million d'habitants. Un tiers sur les villes moyennes, entre 100 000 et 500 000 habitants, enfin 1 million, et un tiers sur les petites villes, moins de 100 000 habitants. Mais dans toute cette frange d'urbanisation, on rencontre les mêmes problèmes. À savoir que ces villes ont très peu d'équipements à la hauteur des attentes des populations. ONU Habitat nous dit que 60% de nos villes habitent des quartiers qui sont sous-équipés. Et que toute croissance additionnelle se concentre sur ces quartiers. On a donc une question de fond. Est-ce que c'est le niveau d'équipement, le niveau de service que nous demandons qui n'est pas à la hauteur des capacités économiques des villes? Ou est-ce que c'est parce que la ville a été conçue comme un ennemi de la croissance économique des pays africains qu'on a cette situation? Ce matin, j'ai été à un panel sur l'agriculture où cette idée transparaissait très clairement, puisque l'animateur a carrément posé la question: est-ce qu'au fond, les hommes politiques africains, pour ne pas avoir des problèmes avec les citadins qui sont plutôt remuants, n'ont pas trop privilégié ces citadins au détriment des habitants des zones rurales? Cette manière d'aborder le problème, qui consiste à opposer ville et campagne, n'a rien à voir avec la réalité. La réalité vécue par les gens, c'est que les villes et les campagnes fonctionnent ensemble. Mais il se trouve que les décideurs africains ont été très largement influencés par une certaine idéologie qui voulait que le développement de l'Afrique a pour soubassement la campagne. Or, on a vu que partout où il y a 30% d'urbains, au moins la moitié du PIB est produit dans les villes. Donc, le sort des économies africaines, est désormais lié à la compétitivité des villes d'Afrique. Il est donc extrêmement crucial qu'on inverse la manière de concevoir les relations ville-campagne, qu'on inverse la manière de regarder les villes et qu'on comprenne que c'est l'interrelation productive entre villes et campagnes et entre différents niveaux de villes qui met en place les conditions d'un développement durable. Alors,
le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, la Banque africaine de développement estime qu'il faut annuellement investir sur la période 2006-2015 9 milliards de dollars par an pour que les villes africaines jouent dans la compétitivité mondiale. La plupart des entreprises africaines partent comme un unijambiste. Dans une course, il y a des gens qui ont leurs deux jambes. La compagnie doit assurer l'approvisionnement en eau, elle doit assurer l'approvisionnement en électricité, elle doit en général transporter ses propres travailleurs, elle doit parfois les soigner. C'est-à-dire que là où partout ailleurs, la collectivité prend en charge un certain nombre de dépenses qui n'entrent pas dans le bilan des entreprises, beaucoup d'entreprises de chez nous ont à prendre en charge ces dépenses dans leur haut de bilan, ce qui est absolument inadmissible si on veut parler de villes compétitives. Donc le rattrapage en matière d'infrastructures et de services de nos villes est essentiel. Et le maire Babacar Sall disait tout à l'heure que sans partenariat avec le secteur privé, c'est très difficile d'imaginer qu'on puisse faire ce rattrapage. Mais évidemment, il ne faut pas que ce partenariat avec le secteur privé signifie des villes non inclusives, des villes injustes, où on voit certains être dans la mondialisation. Je ne vais pas taquiner monsieur le maire d'Abidjan, mais évidemment, on voit bien que le plateau d'Abidjan fonctionne plus avec la Défense à Paris qu'avec le Banco. Donc, il faut faire très attention à ce que cette mise à niveau n'entraîne une désarticulation qui est cause de relations non pacifiées au sein de la ville. Thank you very much, Mr. Mbasi. I think we can see that there are several solutions already being put forward by our first three speakers. We have in Tanzania, they would like to move cities further out to the countryside by taking industry there and creating urban centers, relieving the pressure from the city center. And then we see the role of PPP, getting investors to come in and bringing in new ideas, and perhaps also either improving the quality of life in the city or finding various solutions to move that forward. Now we will go to another gentleman who also has to deal with the city. Thank you very much. And that is the city of Abidjan. Mr. Robert Mambe, the floor is yours. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais me présenter comme vous l'avez demandé. Je suis Robert Mambe, je suis un ingénieur génie civil. J'ai occupé plusieurs autres fonctions dans les ministères de l'urbanisme et des ministères des travaux publics. Et j'ai travaillé avec la Banque mondiale sur un projet et je suis consultant agréé par la BAD, la Banque mondiale et les Nations unies. J'ai été nommé gouverneur du district d'Abidjan il y a quelque temps, après en avoir été vice-gouverneur. Le sujet qui nous réunit est très important et je voudrais proposer à Monsieur le Président que dans les conclusions de ce panel, on puisse suggérer qu'il y ait une réunion spécifique des villes du Sud pour parler ensemble des problèmes que nous rencontrons dans la gestion de nos villes et les solutions que nous pourrions regarder ensemble et mettre en œuvre ensemble en partageant les expériences. Ce n'est qu'une suggestion. Le thème qui nous réunit m'amène à dire un certain nombre de choses, essentiellement trois choses. Première chose, quelle est la situation actuelle d'une ville comme Abidjan? Abidjan a près de 6 millions d'habitants, représente près de 50% de la population urbaine en Côte d'Ivoire. Et cette population urbaine qui, d'ici 2020, va représenter 66 ou 70%
de la population ivoirienne, ce qui est le cas de plusieurs pays au sud, particulièrement dans les pays africains. Le problème de la croissance urbaine vient de plusieurs phénomènes dont certains de mes collègues ont déjà parlé. Premier élément, première cause, c'est la croissance démographique qui elle-même comprend 3 volets. Le premier volet, c'est la croissance naturelle de la population. Le taux de croissance est très élevé dans nos pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est d'environ 3,8% le taux de croissance annuel, naturel. Le deuxième phénomène de la démographie, c'est la croissance due à l'exode rural. Et le troisième phénomène, c'est la croissance due à l'immigration, particulièrement pour une ville comme Abidjan. Devant ces 3 phénomènes, il reste entendu que la démographie va peser de tout son poids dans la gestion de la cité. Quels sont donc les phénomènes, quels sont les défis auxquels nous sommes amenés à faire face? Le premier défi, c'est le défi de l'occupation de l'espace. L'occupation de l'espace est affaiblie par la croissance démographique qui ne permet pas toujours d'avoir un rythme de production de terrain qui soit linéaire par rapport à la croissance démographique, si bien qu'il y a un déphasage. Le deuxième défi auquel nous aurons à faire face, c'est le phénomène du logement. En général, les logements proposés aux populations ne sont pas à la mesure de leur capacité financière de remboursement, d'autant plus que ces logements, le coût de ces logements sont grevés par l'augmentation du prix des matériaux de construction que nous n'arrivons pas toujours à maîtriser et qui implique donc qu'il y ait une redéfinition constante des politiques d'habitat. Bon, certains pays ont réussi brillamment, d'autres moyennement et d'autres sont encore à la traîne parce que justement, pour que nous puissions résoudre les problèmes de logement, il faut avoir une politique tout à fait adaptée. Donc, deuxième défi, le logement. Le troisième défi que nous devons résoudre, c'est l'insalubrité. L'insalubrité qui, mal gérée, génère des maladies telles que le choléra, la fièvre jaune, la typhoïde, et qui réduisent à néant tous les efforts qu'on fait en construction des centres de santé, puisque l'insalubrité est source de maladies et constitue un gisement de maladies pour les populations. Le quatrième défi que nous devons résoudre, c'est le défi des transports. Les distances deviennent de plus en plus grandes, les temps de parcours sont longs, l'air est pollué par les gaz carboniques et la sécurité dans les transports devient de plus en plus précaire. Il faut donc engager des transports de grande capacité. C'est la solution de l'avenir. Mais quel type de transport de grande capacité? Est-ce le tram? Est-ce le train? Est-ce le métro? Sont les bus de grande capacité? Les réponses dépendent de la configuration géographique de chaque cité. Le cinquième grand problème, le cinquième grand défi que nous devons résoudre, c'est le défi de l'équipement en infrastructure de santé, d'école, de loisirs, d'éducation. Et ce type de besoins des populations prennent la vitesse de l'ascenseur, alors que les réponses que nous, pouvoirs publics, nous leur apportons, prennent l'escalier. Donc il y a un grand décalage entre ces deux phénomènes. Le sixième défi, c'est le financement. Les financements sont tout à fait inadaptés. Regardez par exemple en Afrique, dans les collectivités, je parle de la plus francophone que je connais le mieux, les recettes des municipalités sont récoltées par le ministère des Finances et ensuite reversées aux municipalités. Et croyez-moi, si en fin d'année on vous a reversé 30% de vos recettes, vous avez la chance. À telle enseigne qu'il est difficile de faire un programme de
de travaux d'intérêt public parce que simplement les recettes sont versées en déphasage avec les programmes établis et le chronogramme des budgets. Les solutions sont multiples. Je vais énumérer quelques-uns. Le maire de Dakar a parlé des 3 P, les partenariats publics-privés, mais il y a aussi la concession. Deuxième solution. Troisième solution, il y a le BET. Quatrième solution, il y a la coopération bilatérale et multilatérale. Mais surtout, ce qui est important, c'est la bonne gouvernance qui devrait nous permettre de lever des fonds sur le marché financier en nous appuyant sur la capacité propre de chaque collectivité, ce qui est possible. Moi, j'ai fait l'expérience à Abidjan, j'ai revu tout le budget du district d'Abidjan, c'est relatif. Le district d'Abidjan, je ne vais pas convertir en euros, mais on a un budget de près de 40 milliards de francs CFA en euros, ça fait combien là? À peu près 70 millions d'euros par an. Mais si c'est bien géré, on devrait pouvoir lever des fonds pour que sur le marché international, on puisse avoir des partenaires sérieux. Il y a le défi de la nourriture. La nourriture des citadins est produite par les ruraux. Et malheureusement, nous avons l'occupation de l'espace qui recrute de plus en plus les ruraux. Cela veut dire que nous devons développer l'agriculture périurbaine. Le 8e défi, c'est l'emploi des jeunes, pour lesquels nous devons créer l'auto-emploi, parce que tout le monde ne peut pas employer tout le monde, et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la formation qualifiante et les regroupements en GVC, en groupement à vocation coopérative. Il y a aussi l'emploi des femmes, qui sont les maillons essentiels de l'équilibre social. Il faut faire en sorte que ce qu'elles savent faire, on puisse le faire. Il y a enfin le problème de la sécurité dans les grandes villes. Et pour la sécurité, il faut de plus en plus favoriser la télésurveillance. À Abidjan, nous avons commencé l'expérience, mais nous devons l'améliorer. Les résultats sont encore faibles. La télésurveillance et la sécurité de proximité. En conclusion, Monsieur le Président, il faut savoir que tout ce que nous pouvons faire en gérant les grandes métropoles se résume, à mon sens, en une seule phrase. Il faut préserver l'humain dans l'urbain, de sorte que l'urbain serve l'humain. Je vous remercie. Thank you very much for that very interesting discussion. We've heard a lot of the problems being outlined, and many of these problems, of course, are not very new to, for example, Europe. If you look back to Europe 150 years ago, they had roughly the same problems: diseases, overcrowding, a lack of transport. But somehow they managed over the 150 odd years to solve the problems. So maybe necessity is the mother of invention. Now we come to Francis Tolentino from Manila. And thank you. Your problems are similar to the problems that have been faced by other African countries. Thank you. It's almost the same. First of all, I'd like to give a brief background of my work. I had the Metro Manila Development Authority. It has a Metro Manila Council composed of the 17 city mayors of Metro Manila. We have 7 mandates, specifically dealing with urban planning, traffic management, pollution control, public health, public safety, and the rest that confronts our urbanization problems. Metro Manila right now is the 20th largest metropolitan center in the world. We have around, the latest census provides that we have 13 million population, and that's nighttime. During daytime, it's 15 million. In 1980, we were 5.9 million population. So it's the amount of pressure generated daily is just really extreme and serious. It's a daily challenge
on the part of any metropolitan authority. Right now, from what I've heard, there seems to be a consensus that the challenges being faced by any urban area is almost the same. Urban migration produces a strain on the resources of the government. You have not just traffic management problem, you have pressures on the local economy, you have pressure on how the educational system would work. In our setup, I think one standout element would be our local government code. It's a case model for decentralization, which empowers local government units. And I'm referring to the 17 local government units comprising Metro Manila. With that, we have given enough power that used to be handled by the national government. The Metro Manila Development Authority is a quasi-national government agency as well as a local government authority. We have enough powers, but with limited resources. I think our local government code was able to provide us with some means on how to confront some of the existing urban challenges. I agree that we cannot reverse the tide of urbanization. We cannot legislate, we cannot put regulatory measures that would prevent the inflow of migrants coming to big cities such as metropolitan Manila. But we have reason to hope that, as one of the earlier speakers mentioned, we have reasons to hope that with a holistic approach of likewise empowering the rural area, any development in the rural area would complement with what is going on in an urbanized place. To give you a concrete example, one of the reasons people flock to metropolitan Manila is the opportunities for higher education. Most of the state colleges, most of the better equipped universities are located in metropolitan Manila. But with our local government code, the law gave the local authorities enough powers to create their own universities, city colleges, and 20% of the amount collected coming from the real estate taxes should be used by virtue of that law for primary, elementary, and secondary education. So that's a big amount. And this goes now to my main thesis, that one of the best ways to confront some of the ill effects of urbanization is through education. We need to invest more on human capital. We should not look at urbanization as more of, although it's part, land use planning, lack of roads, more crimes, lack of potable water, more diseases, but we should use it as an opportunity to better equip our people through education. Equipping them by providing the better skills, training, education, so that later on they will have the chance to be more competitive. And slums should likewise not be seen as a model wherein government should just intervene and relocate them. Right now we have a program wherein we intend to relocate to at least 20,000 families per year out of the 550,000 informal settlers of Metro Manila. And that would cost us 10 billion pesos, $200 million in American dollars terms. But the problem of merely relocating the informal settlers or even providing them houses in city or even out city would just highlight the helplessness of the government in really addressing the housing needs of its people. We should see the slums, the informal settlements as opportunities for dealing with people as the main priority
for urbanization. Not just the place. We do not just develop the place, redevelop the place, relocate the place, but we should look at the human capital as the greatest fulcrum of urbanization. The current 21st century human diaspora is, I think, the biggest gain we can get from urbanization. People should have the freedom where they should stay, where they should relocate, where they should live. But the role of the government and even the private sector in a private-public partnership or even in other modes would be to ensure that these people coming in would be given the best opportunity to move upward in a social sense, to have an upward mobility that would later on transcend into having an inclusive urbanization. We should not exclude, we should not put a demarcation line, a strata on how people should be treated. Legal frameworks, social frameworks, allocation of resources, as well as land use planning and other urban tools should look at the human being as the center of any urbanization process. And I would believe that people coming in, urban migration, should be treated, should be looked into as the best opportunity for the government to highlight